Alors on va voir les approches thérapeutiques naturelles qu'on pourrait avoir ou que serait surtout susceptible d'avoir en cours de jeûne. Très souvent dans la littérature qu'on va trouver autour du jeûne, on va entendre parler d'outils externes pour soi-disant favoriser les sorties de toxines pendant le jeûne ou préparer le jeûne. C'est quelque chose qui est assez répandu dans la plupart des centres de jeûne et surtout dans la plupart de l'inconscient collectif, où encore une fois, on considère que plus on va mettre d'éléments, plus on aura d'efficacité quant aux facteurs de guérison. La première question qu'on devrait déjà se poser, c'est est-ce que le jeûne est thérapeutique? Ça, c'est déjà une chose. Ou est-ce que le jeûne est un outil qui aide à détoxifier et à diminuer les syndromes de maladie? Ça, c'est une autre approche. Et enfin, comment se comporte le jeûne? Est-ce que c'est un processus qu'on doit observer ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit guider? Alors dans l'approche hygiéniste, alors les hygiénistes étant les personnes qui ont le plus travaillé sur le jeûne, alors aux États-Unis c'était Herbert Shelton, première partie du XXe siècle, et puis en France ça va être Albert Mosseri, Désiré Mérien, entre autres noms, qui à eux deux ont peut-être fait jeûner 20 000 personnes. Donc c'est eux qui ont le plus de recul et le plus d'expérience sur le jeûne. Et pour eux, comme pour tous les hygiénistes, qui se recommandent en tout cas de cette idéologie et de cette pratique, on doit être surtout observateur et accompagnateur du jeûne. En ce sens-là, on ne va pas accompagner ni s'opposer à un travail qui pourrait être mis en place pendant le jeûne. Il y a aussi une large part des naturopathes qui va recommander des traitements naturels pendant le jeûne, pour diverses raisons. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'un traitement, quel qu'il soit, est absolument antinaturel, car il s'oppose à un symptôme. C'est-à-dire que si je prends, on va parler dans la vie normale, un médicament pour le mal de tête, je ne vais pas guérir mon mal de tête, je vais effacer le symptôme. Ça va être la même chose en santé naturelle. Si j'ai un mal de tête et que je mets de l'huile essentielle de menthe poivrée sur mes tempes ou sous mon occiput, ça va soulager mon mal de tête, mais j'ignore absolument la cause de mon mal de tête et comment y répondre efficacement sur la durée. Donc je vais agir sur un symptôme aigu, de manière ponctuelle, sans être certain, et en tout cas on peut être certain, qu'il n'y aura pas d'effet durable. Donc tout traitement est de fait antinaturel, car il s'oppose à un symptôme pour le diminuer ou l'éliminer. Est-ce que c'est une approche globale? Si en plus on intègre cette réflexion dans un processus comme le jeûne, évidemment non. Parce qu'on en revient toujours à la même chose, à la même réflexion qui, même quand on a commencé à comprendre que ce n'était pas le cas, elle est tellement imprégnée socialement et culturellement qu'elle revient tout le temps, c'est que maladie égale mal, que la maladie est quelque chose de néfaste et qui mène à la mort. Est-ce que la maladie est néfaste ou alors est-ce qu'elle est autre chose de plus subtil? Selon l'approche naturopathique et a fortiori hygiéniste, on se rend compte que la maladie est en réalité une crise de guérison. Mais une crise de guérison peut être un emballement, et peut être quelque chose d'incontrôlable et peut mener à l'anéantissement complet de certaines fonctions physiologiques et donc à la mort. Là, oui, un accompagnement externe sera recommandé. Dans la plupart des cas, ce qu'on appelle maladie, ce sont des tentatives du corps de se guérir d'un mal par des processus qu'il déclenche lui-même. Donc la maladie, c'est une action curative de l'organisme pour tenter de se guérir. C'est en cela que le jeûne n'est pas thérapeutique, car c'est juste un outil de détoxination qui vise à réduire la toxémie, et c'est cette toxémie qui déclenche des réactions de maladie. Si je diminue donc la toxémie, j'aurai moins de réactions que je vais nommer avec tel ou tel symptôme et que je vais ranger dans les cases de telle ou telle maladie. La maladie, c'est uniquement le signe d'une toxémie ou aiguë, ça renvoie vers des pathologies aiguës, ou chronique,
Et là, on va vers les maladies dégénératives ou chroniques. En cela, le jeûne ne va pas guérir quelque maladie que ce soit, elle va juste diminuer la toxémie en excrétant les déchets métaboliques du corps à travers les organes émonctoires que sont les poumons, les intestins, les reins et la peau. Donc même si on cherche à stimuler ces émonctoires-là, ce qui pourrait être, d'après ce qu'on énonce, une bonne idée, puisque les toxines vont sortir par ces portes-là, que je viens de nommer, on va quand même forcer le corps à aller dans une direction et puis lui laisser un processus autonome. Alors qu'est-ce que le jeûne, si ce n'est qu'un processus subconscient autonome qu'on se contente généralement d'observer et on essaye de se mettre au diapason. J'ai la sensation de m'allonger, je m'allonge. Je ne vais pas prendre un stimulant pour, entre guillemets, aller mieux. Ça travaille au niveau intestinal, je ne vais pas prendre un laxatif. J'ai des difficultés d'endormissement, je ne vais pas prendre une tisane de valériane, par exemple. Là encore, on répond à quelque chose de symptomatique, qui est idéologique, mais qui n'est pas raccordé aux besoins fondamentaux de l'organisme, puisque le jeûne, à la fois on sait ce que c'est, et à la fois on ne sait pas ce que c'est. Puisqu'on laisse le champ libre au corps pour qu'il vienne venir accomplir des processus métaboliques dont on est spectateur. Et des fois, un jeûne va travailler sur tel organe, des fois sur tel autre, et si on observe des jeûneurs ensemble, c'est jamais en même temps où ça travaille, c'est jamais sur le même fonctionnement où ça travaille. Donc si on va dans certains centres de jeûne où il y aura des éléments recommandés à telle heure, systématique pour toutes les personnes, on sortira de ce que j'appelle le cadre du jeûne, tel qu'il est normalement, donc c'est-à-dire un processus subconscient autonome. Qu'est-ce qui revient souvent dans les outils thérapeutiques qui sont proposés? Alors, il y a beaucoup les saunas, les hammams, les lavements, de manière générale, tout ce qu'on qualifie d'hydrothérapie, donc thérapie par l'eau. Tous ces mécanismes-là, ils déclenchent des inversions des forces. Alors l'inversion des forces, qu'est-ce que c'est? En jeûne classique, on va dire que ce qui devrait être normal, c'est-à-dire sans stimulant d'aucune sorte, l'énergie est mobilisée vers les processus subconscients, donc à l'intérieur. Dès l'instant que je vais choisir volontairement et arbitrairement des outils thérapeutiques externes, je vais inverser mes forces de l'intérieur vers l'extérieur pour gérer ces stimulations externes. Que ce soit un lavement, une hydrothérapie du côlon, un sauna ou un hammam. On va dire que ça produit des charges énergétiques qui mobilisent un grand nombre de forces et après lesquelles on est très souvent fatigué. Là pour le coup c'est de la vraie fatigue énergétique et nerveuse, contrairement au jeûne où des fois on se sent, au jeûne classique, où on se sent fatigué entre guillemets, mais où en réalité c'est de l'inversion énergétique, où toute l'énergie qui n'est pas développée pour la digestion ou les actions conscientes de l'individu sont mises à profit pour des actions subconscientes et mécaniques et autonomes de l'organisme. Ça va être la même chose pour les massages. Si ce sont des massages soulageants, admettons, j'ai un point de tension pendant le jeûne qui vient se manifester à un endroit comme le dos, la nuque ou autre, est-ce que c'est approprié de faire un massage? Ça va être soulageant, mais est-ce que c'est ce dont le corps avait besoin? Sans doute pas. Un massage stimulant, oui, ça peut être entendable. C'est-à-dire les massages très doux, comme sont pratiqués à la clinique Bushinger par exemple, ce qui sont appelés entre guillemets le café du jeûneur. Là, on va dire, on a une stimulation douce et progressive qui amène à faire circuler de manière plus fluide les liquides ambulants du corps que sont le sang et la lymphe. Pour ce qui concerne les gants et les différents brossages qu'on pratique à sec, voire même les stimulations qu'on peut avoir sous la douche. Alors de manière générale, la plupart des jeûneurs disent qu'une douche, elle est plus souvent fatigante que stimulante. Donc c'est que ça, encore une fois, ça prend de l'énergie, on va mettre plusieurs heures à s'y retrouver, et que la stimulation qu'on va amener au gant de crin, alors par une action qui est très généralement idéologiquement bienveillante au départ, c'est-à-dire d'ouvrir les pores de la peau, on a vu que c'était un organe important pendant le jeûne, ça va stimuler le système nerveux d'une manière très forte,
et souvent on aura une grosse déperdition énergétique, et pour le coup un vrai coup de fatigue. Donc plutôt éviter ces brossages à sec et ces stimulations de la peau qui vont en plus stimuler les capillaires et les microcapillaires sanguins. Les tisanes aussi, elles peuvent être souvent intégrées dans certains jeûnes, alors soit comme somnifères, voilà la camomille, la valériane dont j'ai parlé, le tilleul aussi, peuvent être incorporés pour aider les jeûneurs à dormir, mais là c'est vraiment des somnifères, donc en plus on n'est pas généralement, on arrive rarement en phase de sommeil paradoxal profond avec ces plantes-là, mais aussi ça peut être des tisanes qui sont laxatives, ou entre guillemets apaisantes, mais là ça reviendrait aux mêmes choses qu'un massage interne. Après, certaines tisanes peuvent aussi être faites pour les gens qui ont des déficits circulatoires et des insuffisances au niveau rénal, pour atténuer le jeûne, mais là on peut avoir les mêmes bénéfices avec des jus, et où on pourra peut-être mieux maîtriser les propriétés. Donc les tisanes, pareil, ce sont des stimulants qui ne sont pas souhaitables, qui viennent agir avec des principes actifs forts. Le problème avec les tisanes, c'est qu'aujourd'hui on en consomme comme une boisson plaisir, mais si on s'accorde à penser et à constater que l'herboristerie est une science qui a des vertus curatives et thérapeutiques, est-ce qu'on prend des médicaments pour le plaisir? Non, même si quelque chose d'effervescent peut être agréable en bouche, la tisane c'est la même chose. Si c'est quelque chose qui a un principe curatif, on ne va pas le prendre si on n'a pas besoin de cette action curative. Il faut faire attention aussi aux tisanes, plaisir, qui ont des éléments thérapeutiques. On va quand même stimuler une fonction spécifique. Et pendant le jeûne, on va encore être plus réceptif. On parle aussi beaucoup de l'argile. Alors l'argile pendant le jeûne, l'argile de manière externe, ça peut s'entendre. Ça peut être un bon soutien pour certaines pathologies articulaires, voire des résorptions de fractures. Ça peut être des bons accompagnements. En revanche, en interne, on aura une propriété thérapeutique trop forte où on va orienter l'organisme vers un endroit trop spécifique. Il y a aussi certains centres et certains encadrants au jeûne qui proposent de l'homéopathie pour accompagner, que ce soit pour la gestion émotionnelle, pour l'endormissement ou pour la stimulation organique. Là, on va relever la même chose que sur les principes actifs des plantes, même si l'homéopathie agit plus à un niveau vibratoire et informationnel, on restera quand même sur quelque chose qui est guidé et qui est imposé au corps. Ça va être la même réflexion sur les sels de Schussler, sur les minéraux, où là il y aura encore une présence supérieure d'information. Enfin, pour finir, ce qui est généralement le plus recommandé pour les jeûnes, que ce soit en phase de préparation, pendant le jeûne, voire même en phase de reprise, tout ce qui est purge et lavement. Certains en recommandent même tous les jours, voire 2 fois par jour. Si on part du principe que le péristaltisme est un mouvement du système nerveux autonome, c'est qu'il se développe par lui-même. Donc le péristaltisme, c'est le mouvement des intestins pour faire progresser les selles. Si j'amène plus d'alimentation à mon organisme, j'aurai plus besoin de créer un mouvement de péristaltisme. Alors il est souvent dit et pensé qu'on pourrait s'intoxiquer avec nos propres selles pendant le jeûne. Alors, il faut déjà décomposer l'intestin en 2 parties. La première partie, l'intestin grêle, c'est le siège de l'assimilation. Alors, suivant les parties de l'intestin grêle, on va assimiler tel ou tel minéraux, telle ou telle vitamine. Mais même si on ne mange plus, il est assez vite vidé de ces substances qui viennent s'évacuer et se stocker dans le gros intestin. Donc le gros intestin, c'est déjà le premier réceptacle à déchets. Au niveau du gros intestin, il se passe pour ainsi dire plus d'assimilation, si ce n'est de l'assimilation hydrique, donc de l'eau. On finit d'extraire l'eau des selles, donc c'est des matières dans l'intestin, des matières inertes qui vont stagner, et il n'y aura pas de possibilité d'échange entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Le milieu intérieur étant le milieu sanguin, et le milieu extérieur qui étant le milieu du côlon descendant en l'occurrence, enfin du gros intestin, de manière plus large. Là, il n'y aura pas de passage possible si ce n'est de l'eau, donc on ne peut pas s'intoxiquer à ce moment-là. Et même si on parle de l'intestin grêle,
même le peu de temps où ça va rester en transit les aliments, il n'y aura pas de passage possible, puisqu'il y a un processus inverse qui se met en place au niveau de l'assimilation qui n'est plus possible. Donc vous ne vous auto-intoxiquerez pas, et vous n'empoisonnerez pas votre sang avec vos sels si vous laissez des matières fécales dans vos intestins, et le mouvement péristaltique se reprendra de manière normale une fois que vous reprendrez l'alimentation. C'est simplement comme si on faisait une pause. Mais il n'y a ni une putréfaction qui se crée. De toute façon, ça s'observe quand on a les premières selles aux odeurs. On voit bien que il n'y a pas eu de dérèglement. Et puis surtout, dès l'instant qu'il va y avoir de la nourriture, d'un point de vue mécanique, ça va se remettre en place. Il faudra juste faire attention à comment on va reprendre l'alimentation pour pouvoir avoir d'occlusion. Ça, c'est d'où l'importance de veiller à une bonne reprise alimentaire. En foi, si on était dans une idéologie d'avoir les intestins propres, il faut savoir qu'on a un outil pour ça. C'est la bile, sécrétée en grande partie par la vésicule biliaire. Si vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps, vous allez vous rendre compte que au moment de la première urine, vous avez une petite chasse de bile qui est faite. Peu de temps après, vous sentez comme vous appellerez un gargouillis, donc au niveau du duodénum. Et c'est une petite chasse, et ça c'est fait pour vraiment purifier l'intestin, le nettoyer. Donc tout est prévu pour. Vous pouvez vous rendre compte de ça aussi si jamais vous avez déjà pris des compléments alimentaires, ou si un jour vous en prenez, par exemple des ampoules de radis noir, d'artichaut, de desmodium ou de chardon-marie, donc des plantes qui sont chélagogues, productrices, enfin pas productrices, stimulantes de production de bile, et vous allez sentir cette petite chasse si vous les prenez à jeun et que vous attendez une dizaine, une quinzaine de minutes, vous allez sentir ça. Et ça lubrifie tout le conduit de vos intestins, c'est antiparasitaire, anti-infectieux, antibactérien, parce que la bile est évidemment hyper acide, et donc ça c'est une protection en plus. Le corps est hyper adapté, hyper bien fait, très construit, pour pouvoir se permettre de jeûner, parce qu'on jeûne depuis des millénaires. On a plus connu les périodes de jeûne forcé, c'est-à-dire de famine, que d'abondance alimentaire. Et que si on est dans une réflexion moderne, c'est-à-dire une réflexion consumériste, c'est-à-dire de mettre en place plus de choses pour avoir plus de résultats, en effet, on va se tourner vers les thérapies naturelles pendant le jeûne, mais sur une phase de réappropriation et d'autonomie, et puis de constater que le corps humain est parfaitement organisé, on va être plutôt dans le laisser-faire automatique du corps pendant le jeûne, et pas venir stimuler par des éléments thérapeutiques, aussi naturels soient-ils. On a une tendance trop facile à affirmer que si c'est naturel, c'est pas mauvais pour la santé. Évidemment, c'est faux, puisque que ce soit naturel ou non, ce qui différencie un thérapeutique d'un poison, c'est uniquement le dosage. Ça, faut bien en être conscient, et que si on reprend les exemples des purges et des lavements, eh ben, c'est pas entre guillemets naturel de faire rentrer de l'eau dans les intestins, et ça mobilise une ressource énergétique forte, et je dirais violente, et pour le coup on dirige le corps vers quelque chose d'immédiat. C'est-à-dire, quel que soit le processus qui ait été lancé par l'organisme, que ce soit un travail sur le foie, que ce soit un travail sur le pancréas, que ce soit un travail sur la vésicule ou sur les reins, immédiatement le corps va devoir se mettre au diapason pour gérer cette urgence-là, qui est l'évacuation des matières, déclenchée par rien d'autre que notre propre volonté, notre propre souhait conscient. Généralement, c'est attaché à des doctrines, à des idéologies et à des peurs. Et puis, je pense que ça répond aussi à une demande de « Ah ben si ça sort, si je vois des matières, c'est que ça y est, ça sort enfin ». Moi, j'assimile ça un petit peu, en étant taquin et comme une image, aux guérisseurs philippins, où on sait que beaucoup, c'est valable, les guérisseurs philippins pour la plupart, mais ils sortent pour la plupart rien du corps, si ce n'est des morceaux d'entrailles de poulet qu'ils ont pris, parce qu'ils ont vu à quel point ça agissait sur le subconscient des gens, et que ça venait valider la guérison. Et ben, je pense que la purge, ça vient aider les gens à se dire « Ah oui, en fait, il y a des choses qui sortent toxiques, qui sortent du corps ». Mais on peut le constater aussi par les urines, on peut le constater par la sudation, et on peut le constater par la laine. Et ça se fait de manière automatique. On a la laine chargée, on a les urines chargées, et on a la transpiration chargée.
et à chaque fois c'est visible et c'est olfactif. Donc plutôt s'attarder sur ces manifestations-là, les observer, essayer de les recouper, plutôt que de déclencher des choses forcées en se disant bah ça y est, je suis vidé, je suis propre de l'intérieur parce que je vois des sels s'écouler. Ça c'est plutôt un raisonnement mental qui repose sur pas grand-chose d'autre que sur des schémas hérités et qui n'ont pas vraiment de justification. Enfin, l'autre chose quand même qu'il faut mettre entre guillemets, c'est pour les gens qui ont des déficits circulatoires et des problèmes rénaux, là oui, on s'attachera à veiller à ce qu'il y ait suffisamment de support, naturel évidemment, pour pas que les reins aient trop à travailler. Donc là, ça sera plutôt des jus de légumes, et dans certains cas, ça peut être des tisanes, et puis des bouillons aussi. Là, c'est les cas ou alors s'il y a vraiment trop de toxémie, voilà, là c'est les cas où on pourrait se passer d'observer et puis de jeûner à l'eau, là où il faut être vraiment attentif. Parce qu'encore une fois, même si le jeûne est un processus naturel, il ne faut pas oublier que de nos jours, il est pratiqué dans un contexte de vie qui n'est plus naturel. Donc c'est toujours faire la part des choses à ça, pas se réfugier derrière l'excuse ou le souhait que quelque chose soit naturel, soit nécessairement bon pour la santé. L'exemple que je prends tout le temps, c'est l'amanite phalloïde. Voilà, c'est naturel et ça peut tuer. Et il y a beaucoup de plantes qui sont curatives et à haute dose qui peuvent détériorer gravement et léser gravement les organes. Donc pour terminer, le jeûne, c'est plus un processus subconscient qui convient d'observer pour ensuite l'appréhender et se détacher progressivement de toutes les idées préconçues qu'on peut avoir, parce qu'il y en a beaucoup, et en même temps tant mieux, parce que ça évite d'être trop impatient et d'être trop désinhibé pour se jeter corps et âme dans quelque chose qui n'est pas sans effet secondaire, si c'est mal pratiqué, entouré, mais où, à chaque fois qu'on va introduire quelque chose de naturel au niveau thérapeutique, viendra changer l'orientation du jeûne tel qu'il devrait être vécu de manière naturelle.